Bonsoir à toutes et tous. Je me présente, je suis Vincent Debanne, je suis professeur au département de langue et littérature française moderne de la Faculté des Lettres de l'Université de Genève. Et je remercie le MEG et particulièrement sa directrice Karine Durand qui est là et toute son équipe, Madeleine Leclerc, Floriane Morin, Pierre Philippe, pour leur accueil. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Souleymane Bachir Diagne pour une conférence intitulée « Objets africains mutants et la question de la restitution ». Et en fait, comment tu voulais l'appeler? Tu avais changé de titre, tu disais l'Odyssée infinie des arts africains? Quelque chose comme ça, oui. Donc ça sera entre l'Odyssée infinie des arts africains et objets africains mutants et la question de la restitution. À l'origine de la présence de Souleymane Bachir Diagne parmi nous ce soir, bon, il y a d'abord les liens d'amitié qui nous lient, mais il y a aussi un projet de recherche du Fonds national suisse intitulé « La parole indigène entre littérature orale et culture lettrée ». Donc c'est un projet FNS qui est hébergé par la faculté à l'Université de Genève et dont le MEG, le Musée d'ethnographie de Genève, est partenaire officiel et dont Souleymane Bachir Diagne est un collaborateur scientifique privilégié. Un tout petit mot sur ce projet, c'est un projet à cheval entre les études littéraires et l'anthropologie que nous sommes trois à mener avec Éléonore Deveuvé qui est maître assistante au département de langue et littérature française moderne et Soraya Debreja qui est doctorante assistante FNS. Et le propos de ce projet, c'est d'interroger le destin, la transformation des arts verbaux autochtones, lorsqu'ils sont collectés, transcrits, traduits, édités, diffusés à destination, alors par des colons, des missionnaires, des administrateurs, des ethnologues, mais aussi des poètes européens ou des poètes non européens, et donc à destination d'un lectorat européen et pas seulement européen. Donc les questions qu'on pose, c'est dans quelles conditions, selon quelles modalités, des légendes africaines orales, des contes créoles antillais, des chants autochtones d'Amérique du Nord sont devenus, dans une culture qui est la nôtre, sont devenus des poèmes ou alors des objets d'étude. Qu'est-ce que cette rencontre avec une oralité, un art oral, une culture orale, a pu produire et déplacer à la fois chez les locuteurs autochtones eux-mêmes, et puis chez les savants, et chez les écrivains, et chez les poètes, qui les ont fait connaître, mais qui, bien sûr, aussi se les sont appropriés. Si j'ai fait cette précision initiale, c'est pour vous faire comprendre que cet ensemble de questions rejoint, comme vous l'aurez compris, très profondément les interrogations et débats qui, depuis quelques années maintenant, réclament qu'on enquête sur l'origine et les conditions d'appropriation des objets de musée qui ont été collectés en contexte colonial. Donc notre projet, si vous voulez, il entre en résonance très fort avec ces questions-là et aussi avec ces réflexions sur d'éventuelles restitutions. On verra tout de suite que la notion de restitution n'est pas si facile à manier que ça, mais en tout cas sur des formes de partage et de circulation qui seraient à la fois plus équilibrées et qui reconnaîtraient surtout, qui corrigeraient autant que possible la violence de la captation initiale qui a souvent eu lieu dans des conditions de conquête ou de domination coloniale. Et donc c'est dans ce cadre que nous recevons Souleymane Bachir Diagne ce soir, ce dont nous sommes tous très heureux, je suis particulièrement heureux. Alors, il n'est pas facile de présenter Bachir en quelques mots. D'abord parce qu'en fait, il m'a expliqué tout à l'heure qu'il avait peur que l'excès de louange, en fait, comme dans les contes racontés par Birago Diop, l'excès de louange finisse par se retourner contre lui, à la façon dont la lune était autrefois toute blanche et qu'elle a été tachée à force à force qu'on en fasse l'éloge. Donc je vais essayer de préserver sa modestie, mais
Donc c'est pas facile de le présenter pour cette raison-là, c'est pas facile non plus de le présenter pour une autre raison. L'an dernier, à l'occasion de la parution de ce qui était ton dernier livre, De langue à langue, l'hospitalité de la traduction, France Culture t'avait consacré 5 émissions, sous le titre, en lui-même parlant, Souleymane Bachir Diagne, une pensée, 3 continents, 7 langues. Cela seul suffit à expliquer pourquoi c'est pas facile de rendre justice à son parcours en 2 ou 3 phrases. Alors, en 2 mots tout de même, aujourd'hui, Souleymane Bachir Diagne est professeur de français et de philosophie à Columbia University à New York. Il est aussi directeur de l'Institut d'études africaines dans cette même université. Auparavant, il a enseigné d'abord, enfin pas d'abord, enfin si je remonte le fil chronologique, avant d'être à New York, tu étais à Chicago, à Northwestern University, et puis surtout avant, tu enseignais et occupais des fonctions importantes administratives et même politiques à Dakar. Et aujourd'hui, sa modestie ne s'en offusquera pas trop, j'espère. Souleymane Bachir Diagne est ce qu'on appelle une voix qui compte, même si c'est un peu un cliché de dire ça. Disons une figure éminente de la philosophie contemporaine, précisément pour sa capacité à mettre en relation non seulement des continents géographiques, l'Europe, alors l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, mais aussi à faire dialoguer des univers théoriques, culturels ou créatifs qu'on a l'habitude, ou que culturellement on tient par atavisme, on tient pour séparer, la culture orale et la culture lettrée, par exemple, mais aussi la tradition philosophique européenne et la tradition de l'islam lettré, dont il est un grand spécialiste, la philosophie de la logique analytique et la tradition soufie, l'animisme africain et le naturalisme européen, la pensée de la création chez Bergson et la pensée de la création chez Senghor, etc. etc. Alors, tout à l'heure, puisque nous avons déjà eu un événement avec nos étudiants, un atelier auquel Bachir a accepté de participer, tout à l'heure, tu parlais, donc c'était un atelier sur l'oralité africaine, sa transcription, sa traduction, et tu parlais de Bernard Dadier et Birago Diop comme de constructeurs de ponts. Alors, je ne dirais pas que tu es un constructeur de ponts, tu es plutôt un penseur du passage, et disons plutôt que l'idée de constructeur, qui ne me paraît pas vraiment convenir, je dirais plutôt que l'image que ton travail évoque, c'est plutôt celle du tisserand, dont tu viens de nous parler à propos de Birago Diop, donc l'image du tisserand qui est une image aussi employée par Birago Diop pour parler du conteur africain, parce que par ton travail, alors il y a dans le tisserand une humilité qu'il n'y a peut-être pas dans le bâtisseur de pont, et puis tout simplement parce que par ton travail, tes écrits, tu tisses ensemble avec conviction, patience, ardeur, foi, des traditions et des univers que tu persistes à vouloir faire continuer à dialoguer quand tant de forces obscures s'acharnent à les séparer. Ceci donc pour te dire que nous sommes très reconnaissants d'avoir accepté notre invitation, à nous en tant que projet FNS, à nous en tant que collectif réuni autour du MEG, et que nous sommes extrêmement heureux de t'écouter ce soir. Merci beaucoup, Bachir. Ah pardon, Karine, excuse-moi, j'ai oublié. Bonsoir à tous, je vais vite vous laisser avec Bachir pour cette conférence. C'est juste une petite information, je suis Karine Durand, la directrice du MEG. Juste une petite information d'ordre technique qui j'espère vous fera plaisir. Nous sommes en train d'enregistrer cette conférence, donc une captation vidéo, qui sera du coup disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube du MEG, mais également sur un site qui va tout prochainement apparaître à côté de notre site web meg.ch. C'est un nouveau site qui va s'appeler colonialgeneva.ch, qui accompagne notre future exposition temporaire qui ouvrira au mois de mai et qui s'appelle Mémoire Genève dans le monde colonial. Donc vous pourrez donc suivre la conférence sur colonialgeneva.ch et notre chaîne YouTube. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse avec Bachir. Merci.
Merci infiniment Karine, merci infiniment Vincent. Et merci à vous d'être là. Merci au MEG pour l'hospitalité qui m'est ainsi offerte et l'opportunité qui m'est offerte d'avoir cette conversation avec vous sur les arts classiques africains et la question de la restitution. Alors j'ai bien noté dans l'introduction tout à fait généreuse que tu viens de faire, mon cher Vincent, que je ne suis pas constructeur de ponts. J'ai sursauté quand tu as dit cela parce que quand je suis arrivé en France il y a une éternité pour faire mes études, j'avais le choix entre aller au lycée Louis-le-Grand faire prépa et faire ce que j'ai fait depuis, ou alors aller à l'INSA à Lyon où j'aurais été ingénieur et j'aurais construit des ponts. Tu viens de m'enlever ma dernière chance d'être constructeur de ponts. Alors tisserand, ça me va. Tisserand, je vais plutôt dire araignée. Et parce que dans la belle histoire de Luc le Lièvre, les contes que tu viens d'évoquer et dont nous avons discuté tout à l'heure dans ton magnifique séminaire, araignée est un symbole de sagesse parce que précisément l'araignée tisse la toile de la sagesse. Donc voilà, je ne serai pas ingénieur des ponts et chaussées, mais araignée sénégalaise vivant à New York, cela conviendra aussi. Sur cette question de la restitution et des arts africains qui est l'objet de notre conversation et qui font l'objet de ma présentation, je voudrais d'abord dire que je parlerai bien sûr en tant qu'universitaire, en tant que chercheur qui a écrit sur la philosophie des arts classiques africains et sur la question de la restitution. Mais je parlerai également à un titre qui est tout nouveau pour moi, puisque c'est un titre qui date de juste il y a quelques semaines. Celui de président du conseil scientifique du Fonds franco-allemand de recherche sur la provenance des objets culturels d'Afrique subsaharienne. J'espère que ça sonne aussi majestueux que ça en a l'air. J'ai écrit tout cela avec des majuscules pour que ça semble plus impressionnant pour ta prochaine introduction. Le 19 janvier dernier, en effet, se tenait au centre Marc Bloch de Berlin la cérémonie de lancement d'un fonds créé conjointement par la France et l'Allemagne et qui est consacré à la recherche sur les objets culturels africains se trouvant dans les institutions publiques d'Allemagne et de France, essentiellement les musées, bien entendu. Alors, sous la supervision d'un comité de pilotage qui est composé de représentants des ministères concernés, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le ministère de la Recherche des deux pays, le conseil scientifique dont j'ai été alors élu président par mes collègues et amis est chargé d'évaluer, de sélectionner et de financer des projets de recherche sur la provenance de l'art africain en France et en Allemagne. Ce fonds est doté pour 3 ans d'un budget annuel assez conséquent et qui est constitué à égalité par les deux pays, la France et l'Allemagne. Alors, si je vous parle de cela, ce n'est pas simplement pour me donner un titre de président, c'est aussi parce que c'est là une dimension tout à fait concrète de notre conversation de ce soir. Et parce que nous parlons ici de 2 pays qui se sont engagés déjà dans une politique de restitution d'objets africains, dans le cadre d'une politique mémorielle visant à réparer les blessures de l'histoire coloniale, autant que faire se peut. Je commencerai donc dans un premier temps par évoquer cette politique mémorielle, ainsi que le fameux rapport SAR-Savoie, comme on l'appelle, qui en est un symbole, la rencontre qui s'est effectuée entre mon travail en philosophie et ce rapport, et qui a orienté depuis ma réflexion vers la question de la restitution. Et j'évoquerai aussi, bien sûr, les premières restitutions qui ont été effectuées, tant par la France que par l'Allemagne. Et ensuite, dans un second temps, j'expliquerai, autant que je pourrai, les raisons pour lesquelles on peut dire des objets africains qu'ils sont mutants. Avant de conclure dans un troisième temps sur le rôle qui doit être le leur désormais, précisément en tant qu'objet mutant, de tisser des liens, de faire comme les araignées, de tisser des liens. Et pour cela, je m'appuierai sur la notion qui est d'ailleurs le sous-titre du livre
publié par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, le sous-titre « Vers une nouvelle éthique relationnelle ». Voilà ce que sera mon cheminement. Alors, rien ne met mieux en évidence la dimension de réparation des restitutions que celles qui ont déjà été effectuées par la France et par l'Allemagne. Réparation au sens où on parle de réparation de guerre. Il s'est agi dans les restitutions déjà effectuées de revisiter aussi les guerres coloniales de conquête. Les objets concernés par ces restitutions qui ont déjà eu lieu, évidemment, étaient des prises de guerre, des butins de guerre. Dans ce cas-là, la provenance des objets qui se sont ainsi retrouvés dans des musées européens, puis occidentaux en général, est un fait d'histoire. Les faits d'histoire, je les rappelle brièvement. Premièrement, une expédition coloniale qui a mis fin au royaume du Dahomey, comme on écrit maintenant. Ça a été une expédition qui a eu lieu entre 1892 et 1894 contre le dernier roi du Dahomey, le roi Béanzin, et entre 1892 et 1894 a eu lieu la conquête de ce royaume, conquête qui avait commencé d'ailleurs plus tôt en 1890 et qui s'est achevée par la défaite de Béanzin et de ses armées, suivie par la mise à sac de son palais. Celui qui avait dirigé cette expédition coloniale, le général Dodds, venait du même coin que moi. Il était Saint-Louisien. C'était un général Saint-Louisien, métis Saint-Louisien, général de l'armée française, qui a donc accompli cette conquête du royaume du Dahomey, Béanzin. Aujourd'hui, les pièces qui ont été ainsi arrachées au palais du roi Béanzin, qui sont passées par le musée du Trocadéro et qui se sont retrouvées au musée du Quai Branly, sont les pièces qui ont été restituées déjà au Bénin. Après qu'il y ait eu d'ailleurs un premier prêt, avant la restitution pleine et entière, il y avait eu un prêt de ces objets au Bénin, et c'est là que le Bénin avait mesuré quel engouement était celui des populations pour venir voir ces pièces historiques, ces pièces qui étaient des témoins de leur histoire. Ou plutôt de l'histoire du royaume d'Abomey, parce que l'histoire du royaume d'Abomey est aussi une histoire de violence de ce royaume contre des populations qui aujourd'hui sont regroupées avec le Dahomey, ce qui était le Dahomey dans l'État du Bénin. Il faut avoir cela également à l'esprit. Donc ça, c'était un premier fait d'histoire parlant de la provenance, de l'origine des objets qui ont été restitués par la France au Bénin. Un deuxième fait d'histoire, parlant également d'un objet restitué cette fois-ci au Sénégal, le seul objet d'ailleurs restitué au Sénégal, parce que le Sénégal n'est pas vraiment très demandeur. Peut-être que ça va venir, mais jusqu'à présent, mon ami Amadi Bokoum, qui dirige le musée des civilisations noires, n'a pas présenté une liste d'objets revendiqués qui seraient revendiqués par le Sénégal, et je ne suis pas sûr qu'il ait véritablement l'intention, dans un avenir immédiat, d'établir une telle liste. Mais il s'est vu restituer le sabre d'El Hadj Omar Tall. El Hadj Omar Tall, vous le connaissez certainement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un religieux d'abord, un penseur de l'islam ensuite, un guide de la confrérie soufie de la Tidjaniya. Il a en quelque sorte véritablement répandu, développé et promu la confrérie Tidjaniya dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'était également un combattant qui a mené une djihad, au sens cette fois-ci militaire de la djihad, une guerre sainte
au milieu du 19e siècle et qui est mort les armes à la main en 1864. Et donc, lorsqu'il est mort en 1864, son sabre a été emporté par le général Archinard. Et puis, on dit aussi que sa bibliothèque a été emportée. Ceci est moins clair. On ne sait pas trop quels étaient les éléments de cette bibliothèque. En tout cas, le sabre d'El Hadj Omar a été restitué au Sénégal. Là encore, la provenance était claire, c'était un fait d'histoire établi. Troisième exemple de provenance établie, de provenance qui est un fait d'histoire, les fameuses pièces connues sous le nom de bronze du Bénin, alors que ces pièces n'étaient pas toutes évidemment en bronze. Mais enfin, c'est l'appellation qui est retenue, c'est l'appellation la plus courante. Et donc, ça n'était pas nécessairement des bronzes, et il faut se souvenir également que le Bénin en question, le royaume du Bénin, ne se trouvait pas dans le Bénin actuel, mais au Nigeria. De même que le Ghana a décidé d'adopter le nom de Ghana d'un ancien royaume africain, ouest-africain, mais le Ghana, le royaume historique du Ghana, ne se trouvait pas au Ghana actuel. Il était plutôt au nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie. Donc, c'est plutôt moi qui suis ghanéen ici. Plutôt que les footballeurs du Black Star. Eh bien, là encore, expédition militaire, 1897, britannique, extrêmement brutale parce que c'était une expédition punitive. Il était arrivé quelque chose à 5 ou 6 Britanniques qui avaient été tués et la riposte, si riposte il y avait, a été totalement disproportionnée, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, ça a été une expédition punitive d'une très grande violence, destruction, incendie, pillage du palais de Loba, donc le roi du royaume de Bénin. Loba est évidemment destitué, les bronzes sont emportés comme butin de guerre, en même temps qu'ils ont provoqué un certain émerveillement devant la splendeur de ces bronzes, la splendeur des bronzes du Bénin a frappé d'émerveillement les conquérants britanniques et cette splendeur a provoqué une sorte de prise de conscience de la culture des populations qui avaient été ainsi conquises durant l'époque coloniale. Encore aujourd'hui, on considère que ces bronzes du Bénin sont les plus précieux des trésors africains et quand il est question de restitution, les musées qui se sentent concernés freinent des 4 fers lorsqu'il s'agit des bronzes du Bénin, on peut les comprendre. On s'y accroche. Et on s'y accroche tellement qu'il y a une sorte de méfiance des musées lorsqu'il s'agit de prêter. Et cette méfiance lorsqu'il s'agit de prêter est un élément important de la réflexion sur les restitutions. Je voudrais prendre le cas de ce qui s'est passé en 1977 pour le FESTAC, le Second World Black and African Festival of Arts and Cultures, appelé FESTAC 77, FESTAC 77, qui est le festival organisé par le Nigeria, le festival des arts africains organisé par le Nigeria, et qui faisait suite au festival de 1966 qui, lui, avait été organisé à Dakar par le président Léopold Sédar Senghor. Dans ces 2 cas, la question du prêt s'est posée. En 1966, Senghor, pour réussir son festival, avait demandé évidemment à beaucoup de musées au nord de lui prêter des objets pour l'exposition qui devait avoir lieu au musée Dynamique. L'affaire a failli capoter lorsque, et c'est une histoire que raconte très bien Bénédicte Savoie, l'affaire a failli capoter lorsque un journal, l'hebdomadaire Bengo, ou c'était un mensuel, je ne me souviens plus, avait publié un éditorial écrit par un Sénégalo-béninois, à l'époque sénégalo-dahoméen,
Paulin Joachim, qui dirigeait ce journal, avec le titre « Rendez-nous l'art nègre ». Il avait écrit « Ah, tu es là, comment vas-tu Gorgui, je viens de te voir ». Eh bien, Paulin Joachim avait écrit un éditorial, Rendez-nous l'art nègre, où il avait été très virulent sur la nécessité pour les pays africains de récupérer leur art. Et les directeurs de musées auxquels l'État sénégalais s'était adressé se sont dit, mais enfin, si nous vous prêtons les pièces, est-ce que vous n'allez pas les garder ? Senghor, de manière tout à fait diplomatique, a bien indiqué que ce n'était pas son intention et les prêts se sont passés très bien. En revanche, lorsqu'en 1977, le Nigeria a décidé de faire de son festival, de donner à son festival l'emblème que représentait ce masque, ce magnifique masque d'ivoire appelé Idia, qui représente la reine-mère, une reine-mère. Je suis désolé, peut-être que j'aurais dû demander qu'on projette ce masque-là, mais vous pouvez le googler discrètement sur vos téléphones, vous le trouverez très, très facilement. Et comme je suis très vieux jeu, je ne montre jamais rien. Je me contente simplement de parler, de partager des mots. Eh bien, Lydia, le Nigeria s'adresse au British Museum en demandant le prêt de Lydia. British Museum, Autun, explique que non, ce ne sera pas possible. Et puis propose de leur faire une copie. Nous allons vous faire une copie que vous pourrez toujours montrer à ceux qui viendront à votre festival. Et il s'arrange même pour finir la copie beaucoup trop tard pour qu'elle figure vraiment dans l'exposition. La réaction du Nigeria est intéressante. Le Nigeria a dit « Gardez votre copie, non merci ». Puisque de toute façon, les descendants de ceux qui ont produit cet art sont encore ici et que la transmission s'est faite, le principe spirituel de création de ces objets est toujours avec nous. Eh bien, nous allons fabriquer nos propres idias. Et d'ailleurs, votre idia a une petite fêlure, quelque chose dans la chevelure est cassé. Nous allons nous faire un idia tout à fait complet. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, nous allons faire en sorte que l'élan vital, la poussée spirituelle qui est productrice de ces œuvres soit éteinte pour l'œuvre que vous avez dans votre British Museum. Autrement dit, c'est votre original qui va se trouver copie des objets que nous allons créer, parce que le principe de création sera rentré chez nous et vous n'aurez, qu'un objet qui a été totalement vidé de sa signification, parce que vidé de l'élan vital qui était au principe de sa création. Cette histoire est magnifique, mais elle montre une des significations possibles de la question de la restitution. La restitution, c'est d'abord la capacité de donner à des musées dans le sud global, et en particulier le sud des suds qu'est l'Afrique, une capacité de négociation parce que ces musées vont se trouver dotés des trésors qui leur ont été arrachés. Eh bien, pour finir sur les bronzes du Bénin, voilà tout le sens aussi du geste du gouvernement allemand de restituer aujourd'hui des bronzes au Nigeria et surtout d'inscrire l'opération de restitution dans un projet plus vaste de coopération culturelle et de coopération muséale. J'avais été très heureux de lire le reportage dans le New York Times du 20 décembre 2022, le reportage sur la cérémonie qui a eu lieu au Nigeria lorsque 20 objets ont été rapportés par le ministère allemand des Affaires étrangères avec la direction de Andreas Gorgen, secrétaire général aujourd'hui au ministère fédéral de la Culture, et que j'appelle avec beaucoup de joie mon ami. Andreas a été le patient architecte de l'opération, et c'est surtout, ce qui est important, c'est surtout le fait que l'Allemagne
par ce geste et par d'autres gestes d'ailleurs, et accepté ainsi de se confronter à son propre passé colonial. Donc ce qui est convenu pour l'instant, c'est que le Edo Museum of West African Art, installé à Benin City, va recevoir ces objets, ces bronzes du Bénin qui vont être restitués. On parle de centaines et de centaines de pièces, et l'accord indique qu'un certain nombre de pièces resteront en Allemagne parce que la commission culturelle nigériane a décidé qu'il serait bon qu'il en soit ainsi. Il ne s'agit donc pas d'une opération à somme nulle où on va vider un musée du Nord pour remplir un musée du Sud. Je voudrais faire ici 2 remarques. La première remarque, c'est qu'il est important de rappeler, donc j'ai parlé du FESTAC et du FESMAN pour cette raison-là, parce qu'il est important de rappeler que le combat de l'Afrique pour la restitution de son art, et ici j'ai utilisé le titre de l'important ouvrage de Bénédicte Savoie après la restitution, ce combat est ancien. Il a commencé avant même les indépendances, avant même l'année 1960. Comme on le voit dans le cas du FESTAC, confronté à ce qu'on appelle parfois le British Museum, eh bien, en général, ce combat, cette revendication a toujours rencontré, dans les années 60 et les années 70, une fin de non-recevoir. On a vu l'exemple de l'attitude du British Museum, mais c'était en gros l'attitude de tous les directeurs de musées qui utilisaient le mot de circulation pour éviter de parler du mot restitution. Ils disaient toujours, mais on ne va pas se mettre à restituer, on ne va pas se chicaner sur les choses, on va faire circuler ces objets sont universels, l'art est universel, ils sont à partager, on va faire en sorte de les faire circuler, que vaut un papier légal disant que ceci appartient à un tel, etc. Et ce n'était pas simplement un fait accidentel, c'était véritablement concerté. Bénédicte Savoie a montré que les directeurs avaient convenu entre eux que chaque fois qu'on dirait restitution, ils diraient circulation. Et en faisant valoir aussi qu'on ne va pas vous restituer des objets, il y faut des infrastructures, il faut qu'on s'assure que vous avez vraiment les moyens de les garder dans de bonnes conditions, etc. Vous avez une capacité de conservation, vous avez des conservateurs, vous avez le personnel qu'il faut, etc. Tout ceci, d'ailleurs, n'est pas faux, évidemment. C'est l'évidence même, c'est du bon sens, et ça donne toute sa signification à la coopération avec l'Allemagne, entre l'Allemagne et le Nigeria, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce combat est ancien. Mais ce qui a changé, ce qui fait qu'il y a une sorte d'accélération ces dernières années, et qu'aujourd'hui, la question de la restitution est une question brûlante, est une question tout à fait actuelle, c'est que, évidemment, il n'est pas indifférent qu'il y ait eu la parole présidentielle française sur cette question-là. Il ne manquerait plus que les paroles présidentielles ne soient pas suivies des faits. Donc ça, c'est fait. Mais c'est aussi et surtout peut-être le contexte dans lequel nous vivons, qui est tout autre que le contexte des années 60 et 70, où on pouvait éluder la question par la promesse vague d'une circulation qui, au bout du compte, signifiait simplement circuler, il n'y a rien à voir. Parce que dans les années 60-70, il y avait une certaine indifférence des opinions publiques, et donc les militants qui demandaient la restitution des arts parlaient un peu, prêchaient un peu dans le désert. Aujourd'hui, nous vivons un monde postcolonial. Et nous vivons aussi, donc un monde postcolonial, ça c'est un fait d'histoire, et nous vivons aussi un moment philosophique postcolonial, ou décolonial si on veut. Une traduction de cela, c'est que la pression sur les musées vient du public des musées. C'est le public des musées qui interroge l'institution sur la provenance des objets. L'exigence de faire face au passé colonial ne vient pas seulement de l'extérieur, de militants africains chez eux qui demandent la restitution de l'objet. Cette exigence vient principalement du public lui-même, qui veut être informé sur la provenance. Ça veut dire que quand les uns et les autres, vous entrez dans des musées et qu'on vous montre un magnifique bronze du Bénin,
vous voulez savoir comment le musée à qui vous faites confiance pour vous montrer des objets, comment ce musée a obtenu cet objet-là. Je vous donne un exemple. Je ne me souviens plus de l'université en question, mais il y a eu une université américaine qui s'était trouvée avoir un bronze du Bénin dans son musée personnel. Les étudiants ont exigé de leur musée et de leur administration que la provenance de ces objets soit établie et que si elle n'était pas établie, on les restitue au Nigeria. Voilà la situation dans laquelle on est et c'est la raison pour laquelle cette fois-ci, le discours de la restitution a eu la résonance qu'il a eue et qu'il continue d'avoir. Pour dire les choses brutalement, comment peut-on garder exposés les bronzes du Bénin au regard d'un public qui sait pertinemment quelle violence les a transformés en objets de contemplation? Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que lorsqu'il s'agit d'un butin de guerre, la question de la provenance est simple. On sait que tout objet venu du palais de Béhanzin est le résultat de l'expédition du général Dodds de 1894. On sait que tout bronze du Bénin est le résultat de l'expédition punitive britannique de 1897. Il y a aussi des faux achats. Tous les objets n'ont pas été acquis et déplacés du sud de l'Afrique vers les musées ethnographiques du Nord par cette violence identifiable et comme telle pendant une guerre coloniale. Il y a eu aussi des achats. Parmi ces achats, certains sont de faux achats derrière lesquels se profile aussi la violence coloniale. Michel Léris raconte dans Afrique fantôme un certain nombre d'événements de cette nature où des ethnologues se sont présentés en pays d'Ogon. Ils voulaient une pièce qui était très précieuse à la société d'Ogon à laquelle ils avaient affaire. Ils l'ont prise, cette pièce, tranquillement, et puis pour se dédouaner, ils devaient avoir quelque peu mauvaise conscience. Ils ont dû jeter quelques sous sur la table en disant qu'ils l'avaient acheté. Ils l'avaient acheté, ils ne l'avaient pas acheté. Ils ne l'avaient pas acheté parce qu'ils se présentaient comme des chercheurs, mus simplement par le besoin de connaissances, mais il est certain que se profilait derrière eux toute l'administration et toute l'armée coloniale. Et c'est bien cela que les gens qui les ont laissés partir avec l'objet en question percevaient. Donc cette violence-là était la violence des universitaires comme vous et moi, allant dans ces pays-là, prétendant être simplement mus par la connaissance. Jamais autant que dans des exemples de cette nature ne peut-on voir à nu le lien indéchirable qui existe parfois entre pouvoir et connaissance. Ce lien analysé, examiné par Michel Foucault, comme vous savez, là, il était totalement dénudé. Ça, c'est des faux achats. Mais il y a eu aussi de vrais achats. Cela veut dire qu'il ne faut pas oublier non plus que l'espace colonial n'est pas un espace qu'on peut simplement diviser en deux en disant il y a d'un côté les administrateurs coloniaux et puis de l'autre, il y a les populations colonisées. Ça n'est pas vrai. Tout espace de cette nature crée ce que Homi Bhabha a appelé un troisième espace, un espace de transaction, un espace d'échange, où les personnes individuellement ont des relations, cultivent des relations, et donc il y a des objets qui ont, eux, été véritablement achetés, qui ont fait l'objet de transactions, tout ce qu'il y a de légitime. Et ceci est important parce que la question de la provenance est une question de justice, au sens où il y a une justice réparatrice qu'il faut mettre en œuvre, dans le cas des bronzes du Bénin, dans le cas des objets du palais de Béhanzin, etc. Mais c'est aussi une question de justice au sens où il faut rendre justice à ceux qui ont des objets et en toute légitimité. Et il faut lever la suspicion qui peut peser sur leur propriété et la présence chez eux, qu'il s'agisse d'institutions ou de personnes privées, la présence chez elles d'objets africains. Donc, établir que les études de provenance sont une question de justice et pas seulement quelque chose qu'il faut dénoncer afin de lever les suspicions.
voilà le propos que je voulais tenir d'une manière très générale sur le côté historique et le côté réparation de guerre de la question de la restitution. Maintenant, je voudrais poser la question plus philosophique, si je puis dire, de la nature de ces objets dès lors qu'ils ont connu ce que j'appellerais, utilisant un concept du philosophe Gilles Deleuze extrêmement difficile à prononcer, dès lors que ces objets ont connu une déterritorialisation. Ce n'est pas le mot le plus long de la langue française, puisque nous savons tous que c'est anticonstitutionnellement, mais déterritorialisation est beaucoup plus compliqué, infiniment plus compliqué que anticonstitutionnellement. Parler de déterritorialisation, c'est mettre en avant justement l'importance de la notion de terroir. Et parler du terroir d'un objet africain, ce n'est pas seulement évoquer son lieu géographique de provenance. On dira il vient du terroir Dogon, il vient du terroir Fan, il vient du terroir Sénoufo, mais c'est évoquer également la cosmologie qui est à l'origine de sa création. Le terroir, c'est donc le territoire plus la cosmologie ou la vision du monde. Et donc, quand je parle de déterritorialisation, je parle ici de l'arrachement des objets africains de leur terre d'origine en termes pour indiquer justement qu'il ne s'agit pas seulement d'un déplacement, mais d'un véritable exil hors du terroir dans lequel ces objets puisent leur signification. C'est donc du terroir, c'est-à-dire de la cosmologie que ces objets expriment, dont ils sont le langage visuel, que les objets, une fois déplacés dans des musées ethnographiques, se trouvent coupés. C'est toute la signification du livre que j'ai consacré à Léopold Sédar Senghor il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Il s'intitulait Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie. Le titre que j'avais adopté, l'art africain comme philosophie, indiquait le propos qui était le mien. Premièrement, comprendre la pensée de Senghor avant tout comme philosophe des arts africains. On a dit beaucoup de choses de Senghor, c'est une personne très controversée comme on sait, dont on a dit pique-pendre, mais il faut, je crois, la porte d'entrée véritable dans son œuvre, c'est d'abord de comprendre qu'il est philosophe avant tout et qu'il est philosophe des arts africains. Jusque dans ses propositions épistémologiques, celles qui ont été considérées comme scandaleuses, la fameuse proposition « l'émotion est nègre comme la raison est hellène », tout cela, au fond, ne se comprend véritablement que lorsqu'on ramène toute l'œuvre senghorienne, le projet senghorien, à son foyer de sens, qui est pour l'essentiel un foyer de sens de philosophie de l'esthétique, philosophie des arts classiques africains. Deuxième aspect, il s'agissait de comprendre la lecture qu'il fait des objets d'art qu'il allait souvent voir au musée de la place du Trocadéro, l'ancêtre donc du musée du Quai Branly, et cette lecture qui était la sienne, qui était une sorte d'herméneutique du langage de ces objets pour reconstituer et reconstruire la philosophie qu'ils traduisent. Et sur ce chapitre-là, sur ce plan, il faut souligner l'importance de ce que dit pas seulement Senghor, mais également le philosophe ghanéen William Abraham, de la notion de connaissance vitale. Une notion qu'il partage d'ailleurs avec le philosophe français Henri Bergson. L'idée que l'art est mode de connaissance du réel. Ce n'est pas simplement un élément surajouté, un élément de décoration à contempler, c'est également une certaine manière de voir le réel, d'accéder au réel par une voie autre que la voie habituelle, qui est la voie contemplative, la voie purement analytique, qui est notre relation au réel. L'idée qu'il y a une connaissance vitale de la réalité et que l'artiste est précisément celui qui met en œuvre cette connaissance vitale, qui est moins intéressé par la belle apparence de l'objet que par la signification vitale de cet objet, ce que Senghor appelle la sous-réalité de la chose, et qui est également son rythme. L'artiste est celui qui sait voir dans le monde non pas une réalité statique, mais une réalité mouvante, qui peut nous faire entrer dans le mouvement même du monde
et qui, lorsqu'il représente quelque chose, ne représente pas l'apparence que cette chose nous offre, mais essaye d'aller jusqu'au fond de la signification du réel, jusqu'à la sous-réalité qui se tient derrière la belle apparence. Et c'est en cela que l'artiste est celui qui nous conduit quasiment comme une sorte de prophète vers une autre connaissance de la réalité comme mouvant. Et évidemment, on peut reconnaître ici à la fois les cosmologies africaines dont Senghor a parlé et d'autres anthropologues et d'autres philosophes africains, mais on peut y reconnaître également la philosophie bergsonienne de l'élan vital, la philosophie bergsonienne du rythme, la philosophie bergsonienne de la réalité comme mouvante, je pense ici à son œuvre, la pensée et le mouvant. Apprendre à penser la réalité, non pas en la fixant, en l'immobilisant, ce qui est un mode de connaître, on immobilise les choses pour pouvoir les connaître, et Bergson met cela en rapport, en opposition, avec une autre manière de connaître qui consiste à entrer dans le mouvement des choses, à danser en quelque sorte avec elles, à entrer dans leur rythme, et c'est ainsi que Senghor également voit les choses. Et je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous cette citation qui est du Senghor, mais du Senghor qui a lu Bergson, et en particulier l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson. Voici ce que dit Senghor. Le rythme est cette force qui, à travers les sens, nous saisit à la racine de l'être. Il s'exprime par les moyens les plus matériels, les plus sensuels. Lignes, surface, couleurs, volume en architecture, sculpture et peinture. Accent en poésie et musique, mouvement dans la danse. Mais ce faisant, il ordonne tout ce concert vers la lumière de l'esprit. La raison pour laquelle j'ai fait tout ce développement et que j'ai tenu à vous donner cette citation, c'est pour insister sur ce que j'appelle la nature de mutant de ces objets africains. Ce sont des objets qui disent le mouvement, ce sont des objets qui disent le rythme, ce sont des objets qui, dans la nature même de leur création, ne tiennent pas en place, au sens où on dit qu'un enfant ne tient pas en place. Et il y a un autre aspect important, c'est leur signification religieuse. On a souvent dit, ces objets n'ont rien à voir avec l'art, ce sont pour l'essentiel des objets religieux. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ce sont des objets qui relèvent d'une forme de curiosité ethnographique pour la religion de ces gens-là, puisque, comme vous le savez, l'ethnologie, c'était l'étude des populations autres. Il s'agissait toujours, dans ces objets, de voir en quoi ils sont témoins de l'altérité, du fait que l'autre est précisément autre. Et par conséquent, partager les mêmes concepts, en parler comme objet d'art, c'était fausser cette réalité première ethnologique qui était une réalité de séparation. Lorsque Senghor dit, justement, d'une manière qui est consistante avec la cosmologie qui est à l'origine de la création de ces objets, qu'il s'est agi pour l'artiste, en quelque sorte, de réunir les éléments, comme il dit, les plus sensuels, et de faire en sorte que ces éléments, dans leur composition, presque au sens musical de la notion de composition, s'élèvent, pour ainsi dire, vers la lumière de l'esprit. C'est cette transmutation des objets les plus matériels en une signification spirituelle que Senghor lit dans la philosophie des arts classiques africains. Le travail de l'artiste est un travail de spiritualisation au sens où il prend des forces inférieures, de bois, de cuivre quand il en a, de végétal, la pierre, l'ivoire, etc., et réunit ces forces-là en une force de force, en un rythme de rythme, et c'est cela qui est visé par la représentation artistique et non pas la belle apparence. C'est la raison, dit Senghor, pour laquelle, pour l'essentiel, ce n'est pas toujours le cas, mais pour l'essentiel, les arts classiques africains tournent le dos à la représentation purement mimétique de la réalité. Il ne s'agit pas de reproduire la réalité,
il s'agit d'entrer en elle et d'entrer dans son mouvement. Et donc, quand on dit de ces objets, ils sont religieux, oui, mais ils sont religieux comment? Ils ne sont pas seulement religieux par le rôle et la fonction qui sont les leurs dans les cérémonies repérables par les anthropologues comme tels. On vous dira la signification de cet objet, c'est que le sorcier, comme on l'appelle, met ce masque tous les premiers mardis de la saison des pluies et il va danser, il va faire 7 tours autour du feu sacré, etc., etc. Alors là, ils sont excellents pour tout ce qui est description du truc, et ils vous diront, donc ce n'est pas de l'art, c'est de la religion. Ah. À ce compte-là, il n'y a pas d'art qui ne soit pas religieux. Vous entrez dans n'importe quel musée, vous allez voir toutes les peintures que vous voulez, elles sont toutes religieuses. Les sociétés humaines créent de l'art dans des cadres et selon une vision qui est d'abord religieuse. Comme dit Malraux, l'art va maintenant commencer quand les dieux seront partis. Au moment où on ne les voit plus comme des objets religieux, là, on peut s'ébahir devant la représentation de Moïse le bicornu, etc., et en faisant abstraction du fait que c'est Moïse, prophète biblique. Et deuxièmement, surtout, le caractère religieux tient à cette spiritualisation précisément. Donc, si on veut absolument utiliser le terme de religieux, ce qui est religieux, c'est le principe même de la création de ces objets, ce n'est pas le rôle que ces objets vont jouer dans telle ou telle fonction, dans telle ou telle cérémonie. Et cela est important, c'est la raison pour laquelle j'ai fait avec vous ce détour par la philosophie des arts classiques africains de Senghor. Alors, que signifie dans ce cas-là restitution? Que signifie que ces objets ont été déterritorialisation et que va signifier à ce moment-là leur restitution? Eh bien, pour introduire cet aspect de mon propos, qui me permet de m'acheminer vers une conclusion, je voudrais partager avec vous une autre citation qui est d'ailleurs que mes amis Bénédicte Savoie et Felwine Sarr donnent et dont ils disent qu'elle est véritablement au centre de leur propre réflexion sur la restitution. Cette citation est celle de Amadou Mahtar Mbow, le Sénégalais Amadou Mahtar Mbow, qui a été directeur général de l'UNESCO, et justement, il s'exprimait sur la question de la restitution en 1978 en tant que directeur général de l'UNESCO, donc à la fin de la période dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était la période de revendication d'une restitution, les années 60 et les années 70. Voici ce que disait Amadou Mahtar Mbow à cette époque. Ces peuples, il parle des peuples africains, ces peuples savent certes que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Alors, j'ai souvent cité ce passage, chaque fois que j'ai parlé des arts africains et de la question de la restitution, tant il me semble capturer la vérité de ces objets déplacés d'abord, avant de parler de restitution. Le fait que Amadou Mahtar Mbow dise « oui, ces objets n'appartiennent plus seulement à leur terroir. Et ces objets ont poussé des racines dans leur terre d'emprunt. C'est-à-dire, ils ne se sont pas seulement trouvés déplacés, ils ont véritablement habité, puisqu'ils ont poussé des racines. Il faut donc ici prendre au sérieux l'image d'une identité rhizome de ces objets contre celle d'une identité racine unique. Et vous aurez reconnu, pour beaucoup d'entre vous, que cette opposition que j'établis entre une identité racine unique et une identité rhizome est une opposition que l'on doit au philosophe Édouard Glissant, qui, en effet, reprenant un concept de Deleuze et de Guattari, celui de rhizome, parle
de ces identités multiples qui sont les identités des rhizomes. Les rhizomes, par définition, sont nomades. Les rhizomes poussent des racines partout où on les pose. Et donc, pour ces objets, ce que je dis là, en prenant au sérieux cette métaphore des racines utilisée par le président Amadou Mahtar Mbow, c'est appeler ces objets des mutants, parce que être déplacé n'est plus seulement leur état, être déplacé, c'est devenu leur nature. Alors, si on adopte cette proposition, que pourra signifier une restitution? Est-ce qu'elle pourra signifier une reterritorialisation? Point important. On va restituer ces objets au palais de Béhanzin. Ça n'a pas de sens. Le palais de Béhanzin n'est plus. Si vous le reconstituez, ce sera une reconstitution. Le palais de Béhanzin avait une signification cosmologique. Le palais lui-même était la reproduction de la cosmologie générale, de la vision du monde du peuple d'Abomey. Et le palais de Béhanzin était une sorte de microcosme de ce plus grand macrocosme qu'était la cosmologie de ce peuple d'Abomey. Eh bien, cette cosmologie n'est plus. Reterritorialisée n'a plus aucun sens. Autre exemple, est-ce qu'on va remettre les bronzes du Bénin à l'Oba actuel du Bénin, puisqu'il y a un descendant des rois du Bénin, des Obas du Bénin, et la question peut être posée. D'ailleurs, elle s'est posée parce qu'en quittant le pouvoir, l'ancien président, le précédent président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a déclaré comme ça que les bronzes du Bénin qui seraient restitués, il allait les remettre à l'Oba. Ça a créé une commotion assez importante en Allemagne, ça a été beaucoup discuté, évidemment, parce que... Et l'extrême droite allemande s'y est mise, d'ailleurs. L'AfD a repris du service à cette occasion en disant, vous voyez, vous leur restituez ces bronzes et au lieu de les mettre dans des musées à la disposition du public, ils sont en train de dire qu'ils vont le donner à on ne sait plus quel descendant de roi nègre. Enfin, ils n'ont pas dit les choses comme ça, mais ils l'ont pensé très fortement. Bon, évidemment, l'AfD allemande n'est pas tout à fait convaincue de l'excellence des civilisations africaines. Donc, ce n'est pas au nom de l'excellence des civilisations africaines qu'ils sont en train de parler. Mais ils ont trouvé là une question politique, en effet, pour essayer de freiner des cas de fer lorsqu'il s'agit de la restitution. Il a fallu que officiellement le Nigeria rassure et dise que tout se déroulera comme prévu avec le nouveau musée en construction à Benin City, dans l'état d'Edo, et qu'il y aura un accès du public. Mais justement, un accès du public, ça veut dire qu'un musée, ce n'est pas la même chose qu'un terroir. Donc, mettre dans un musée en Afrique, ce n'est pas reterritorialiser. Après tout, un musée au nord comme un musée au sud, c'est toujours un musée. Par définition et par son histoire même, un musée est un appareil de déterritorialisation. Il a fallu déterritorialiser, c'est-à-dire dire à ces aristocrates, il n'y a aucune raison pour que vous soyez les seuls à contempler dans votre chambre à coucher tel ou tel tableau. On va vous les prendre et les mettre dans des musées et la population pourra démocratiquement accéder à ces objets. Cela veut dire que la déterritorialisation est inscrite dans la nature même des musées et la forme universelle qu'elle prend est celle des musées. On peut s'interroger par exemple sur la signification symbolique du fait que le sultan Bamoun des Bamoun du Cameroun, en visitant le musée Humboldt à Berlin, est arrivé devant son trône, le trône de ses ancêtres, et il a fait ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire monter sur l'estrade et poser mon auguste personne sur le fauteuil. Sauf que lui, dans son cas, c'était l'auguste personne d'un sultan, et le fauteuil en question, c'était le trône des Bamoun. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il faut rendre le trône? Est-ce qu'il faut le rendre à lui?
Est-ce qu'il faut le rendre à un musée national du Cameroun? Voilà toutes les questions qui sont posées, qui peuvent être des questions politiques. Et il faut aussi tenir compte du fait d'une autre déterritorialisation, qui est la déterritorialisation effectuée par les cosmologies nouvelles, qui sont la déterritorialisation et la cosmologie chrétienne ou la cosmologie musulmane. Ces cosmologies aussi ont effectué une certaine ouverture des terroirs et d'une certaine façon ont fait fondre les cosmologies anciennes ou alors les ont intégrées dans une cosmologie plus large. Et surtout, il y a la déterritorialisation de la modernité artistique. La raison pour laquelle Amadou Mahtar Mbow insiste sur le fait, et là c'est l'autre métaphore, ce n'est plus la métaphore des racines, c'est la métaphore des langages. Comme il le dit, ces objets ont parlé d'autres langues. Quand ils ont été déplacés, qu'ils se sont trouvés au musée du Trocadéro, par exemple, ils ont parlé à Picasso le langage de sa propre recherche visuelle. On ne pourra plus faire que ces masques qui ont parlé à Picasso dans sa langue artistique, dans sa langue plastique, n'aient pas tenu ce langage-là. Il le parle également désormais. Voilà donc le sens dans lequel ces objets sont devenus nomades ou mutants, comme je dis, ou bien ces objets sont déplacés par nature et non pas seulement par état. Et le côté positif de ce déplacement, c'est qu'ils ont vocation dès lors à tisser des liens. Ils ont vocation à créer des liens et à construire des ponts, c'est-à-dire des partenariats entre des musées. Ils ont vocation à réinventer le concept de circulation, non pas au sens des directeurs de musées qui disaient « circuler, il n'y a rien à voir », mais dans un sens nouveau qui est précisément un partenariat entre des musées qui partagent d'avoir le même pouvoir et la même puissance de négociation. La raison pour laquelle il est important de restituer ces objets, c'est qu'il faut faire en sorte que les musées du Sud aient du pouvoir de négociation dans la circulation universelle aujourd'hui des objets d'un musée à un autre. Et c'est dans ce sens-là que Senghor comprenait la notion de ces objets et leur caractère nomade qui faisait d'eux des diplomates. C'est cela que fait un mutant. Un mutant, c'est celui qui peut tenir plusieurs langages et être un diplomate de ce point de vue-là. C'est la raison pour laquelle Senghor, disant au directeur des musées en 1966 « Je vous rendrai ces objets », ce n'était pas simplement de l'apaisement. C'était une manière de leur dire que ces objets-là avaient désormais vocation à entrer en conversation avec d'autres objets au sein d'ensembles muséaux. Et d'ailleurs, 6 ans après le Festival mondial des arts nègres, puisque ça s'appelait ainsi en 1966, en 1972, Senghor organise une exposition Picasso à Dakar, dans le même musée dynamique qui avait été le centre du Festival mondial des arts nègres. Et dans ce musée, les scénographes auxquels il avait fait appel ont disposé les objets africains à côté des peintures et des sculptures de Picasso, de manière à montrer la conversation qui s'était établie entre ces arts en principe si différents, mais également si convergents et si semblables dans leur manière d'être, de dire que la réalité du monde est une réalité en mouvement et que l'art est ce qui nous apprend à penser ensemble le mouvement. Et c'est ce que Senghor a dit dans le discours inaugural qui a été le sien, Picasso en nigrici, qu'il a prononcé à cette occasion-là. Il ne s'agissait pas simplement donc d'être apaisant, mais il s'agissait d'inviter à inventer des musées qui puissent être des musées qui se répondent du nord au sud et qui entrent dans un système d'échange généralisé et de partenariat et qui puissent ainsi affirmer la vérité de la parole
d'Amadou Mahtar Mbow parlant de l'universalité de l'art et du message profondément humaniste de l'art, humaniste au sens où ces objets, et en particulier ces objets africains, portent le message que notre humanité est une, que la Terre n'est qu'un seul pays et que tous les hommes en sont les citoyens. Merci infiniment. Tu vas? J'aime autant. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Merci pour cet exposé en 3 temps qui nous a fait voyager. Merci infiniment. Je vais peut-être commencer par poser une question, mais on va vraiment laisser l'espace pour vous, hein, pour le public, pour pouvoir poser des questions également. On va juste adresser une première question à M. Bachir Diagne. Dans votre exposé, vous avez bien vraiment évoqué 3 temps, 3 moments importants. Vous nous l'avez dit, hein, donc la notion déjà de recherche de provenance, cette notion de provenance dès le départ, cette réparation des blessures dans un premier temps. Ensuite, vous nous avez emmenés pour parler de qu'est-ce qui a changé. Ce moment était important dans votre présentation. Qu'est-ce qui a bien pu changer pour qu'il y ait une prise de conscience de ce moment de réparation, que cette réparation était essentielle dès maintenant. Et puis enfin, vous nous avez parlé de restitution, avec cette magnifique évocation des rhizomes et ces racines qui poussent, et qui permet en effet de se poser la question sur le retour de ces objets mutants. Quel retour d'exil, et puis quelle peut-être resocialisation. Je n'arriverai jamais à dire le terme reterritorialisation aussi bien. Mais ces 3 moments étaient extrêmement importants, et peut-être une des premières questions que j'aimerais vous poser, de manière, je dirais, peut-être un peu égoïste et égocentrique, excusez-moi, mais quel rôle peuvent jouer les musées dans ces 3 temps? Tout d'abord dans la réparation des blessures, vous avez parlé de ça, hein. Donc, comment les musées, par leurs actions, peuvent accentuer cette réparation des blessures, dans un premier temps, et comment les musées peuvent contribuer à tisser ce lien, et là on revient à l'araignée, hein, à tisser ce lien de reterritorialisation. Vous avez évidemment évoqué à la fin de votre exposé cette connexion, ce partage à mettre en place, mais j'aimerais bien vous entendre un peu plus sur le rôle que peuvent jouer les musées dans ces éléments. Merci. Merci beaucoup. Et c'est important en effet. Premier aspect, s'ouvrir à la question de la recherche de provenance, c'est-à-dire aller dans le sens de ce qui est maintenant la grande tendance, mener des enquêtes sur la provenance des objets dont ces musées ont la garde. Ceci est important parce qu'il faut se souvenir que beaucoup de musées ont énormément d'objets dans leurs réserves qu'on ne voit jamais, et les objets que l'on voit qui sont exposés étant une espèce de sommet de l'iceberg, etc. Donc, s'ouvrir à ces recherches-là, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai évoqué au début de mon propos ce conseil scientifique que je dirige, c'est sa finalité. Bon, ça ne concerne que l'Allemagne et la France pour l'instant, pour des raisons que j'ai expliquées, mais il s'agit en effet d'encourager toutes les recherches de consortiums. Alors, je ne suis pas entré dans les détails, mais il s'agit de créer des consortiums avec des chercheurs allemands, français et africains. Il faut que chaque consortium ait des chercheurs africains, aussi bien des universitaires que des responsables de musées en Afrique. Et donc, voilà une tâche qui est à mener, et les musées, en s'ouvrant à cette tâche, en l'encourageant, contribueront à cette décolonisation des musées. Deuxième aspect, que peuvent faire les musées? Il y a des exemples qui sont en train de se multiplier. La visite la plus récente que j'ai rendue au Metropolitan Museum de New York, j'y suis allé voir une exposition qui s'appelle « L'origine africaine de l'humanité ».
et qui est une exposition placée sous le patronage spirituel, si je puis dire, du grand historien sénégalais, Cheikh Anta Diop. Et cette exposition procède de la manière suivante. Elle fait, je parlais tout à l'heure de conversation entre les œuvres de Picasso et des objets d'art classiques africains. Ceci est probablement bien plus évident parce qu'en effet, on sait le rôle que les masques ont joué dans le tournant que Picasso a connu en 1906 lorsqu'il a peint les Demoiselles d'Avignon, le moment où, ayant cherché pendant très longtemps le visage qu'il voulait donner à ces dames, il effaçait tout ce qu'il essayait et il a son moment eureka, c'est le moment où il a mis des masques africains. Donc, faire de Picasso l'interlocuteur des arts classiques africains, cela va d'une certaine manière de soi. Ce qui ne va pas de soi, c'est ce que fait le Met avec cette exposition. Pour vous donner un exemple, ils prennent une représentation, une peinture d'une Madone, et ils la mettent à côté d'une sculpture d'Ogon, où il y a en effet une mère sculptée qui se penche sur son enfant. Et quand vous regardez les deux ensemble, vous êtes frappé par la similarité des expressions. L'expression d'une mère regardant son enfant, c'est quelque chose d'absolument admirable, magnifique. Voilà. Et donc, c'est le genre de rapprochement qui est fait. Et ça, c'est une inventivité que permet précisément ce travail de tissage de liens et qui ne peut avoir lieu véritablement que si les musées du Sud sont également partie prenante de ces échanges généralisés qui vont permettre de créer ainsi de nouveaux langages, de nouvelles syntaxes, de nouvelles rencontres, des rapprochements absolument improbables, mais qui, une fois qu'ils ont été faits, s'avèrent si évidents. Et c'est le principe même de la démarche poétique, c'est la démarche poétique par excellence. Et ça, un cadre comme celui-là oblige les musées à ce type d'inventivité, à condition, encore une fois, que les musées du Sud soient dotés par la restitution et puissent entrer dans les échanges. Je pense ici à une autre exposition du Met qui avait été interrompue par le Covid, qui s'appelait Sahel. Eh bien, pour l'exposition Sahel, le Sénégal avait prêté 3 pièces, le Mali avait prêté 1 pièce, etc. Et donc, que ces prêts viennent aussi du Sud, c'est important. Voilà ce que je répondrai à votre question. Merci infiniment. Oui. Je vous en prie, si vous avez des questions, vous pouvez faire circuler des micros. D'abord, merci beaucoup au musée et de nous avoir amené encore ce bel esprit, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Bachir, merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'ai été étudiant ici à l'Université de Genève. On a fait, entre autres, histoire des religions. Quand vous parlez de l'importance aussi qu'ont ces objets d'art pour les Africains, avec le côté du sacré, il y a en histoire de religion ce qu'on appelle la mana, c'est cette force vitale mais spirituelle qui est sur un objet. D'ailleurs, même en islam, on le comprend. Vous avez une natte, vous pouvez prier partout dès lors que vous avez décidé de venir prier ici. Donc finalement, les souillures s'envolent. Bref, mais ma question est autour du rôle que joue la culture dans le dialogue des civilisations si cher à votre cher Léopold Sédar Senghor. Et d'ailleurs, vous avez cité André Marot qui disait « l'art est nécessairement fraternel ». Nous sommes aujourd'hui dans un monde bouleversé par des égoïsmes, des États devenus plus identitaires et même ces formes de populisme qu'on retrouve parfois malheureusement aujourd'hui aussi quelque part en Afrique. Aujourd'hui, quel pourrait être le message de ces objets, de la culture, pour un monde beaucoup plus réconcilié, beaucoup plus humain, beaucoup plus fraternel? Je vous remercie.
Je remercie infiniment Gorgui. Donc, tout à l'heure, je t'ai interpellé parce que ça me travaillait. Je me disais, mais j'ai oublié de dire à Gorgui que je venais à Genève. Mais j'aurais dû me douter que rien ne se passe à Genève sans que tu sois au courant. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il ne t'ait pas déjà fait maire de la ville de Genève. Donc merci d'être là et merci pour ta question. Et c'est important, c'est ce que j'ai essayé de dire, parce que faire se converser comme cela des objets, ça, c'est un message extrêmement puissant. Le dialogue des cultures, ça fait un peu cliché. C'est vrai que les cultures ne dialoguent pas. Ce sont des individus qui dialoguent. Le dialogue est toujours quelque chose d'individuel. Même si les conséquences de ce dialogue, le but de ce dialogue, ce que l'on vise dans ce dialogue, c'est l'affirmation d'une humanité partagée dont nous n'avons jamais eu autant besoin de cette humanité, de ce sens d'une humanité partagée qu'en ce monde qui est aujourd'hui fragmenté par des ethno-nationalismes où on a l'impression que l'existence même de l'autre est une menace existentielle pour la mienne. Et donc ça, c'est important. Évidemment, dans des situations comme celle-là, le message d'un objet artistique mutant est bien faible. La voix est bien faible parce qu'elle n'arrivera jamais à surmonter le bruit et la fureur des ethno-nationalismes. Mais elle est d'autant plus nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire et des rencontres autour de la manière dont ces objets traduisent notre humanité et disent la nécessité de faire en sorte que cette humanité soit complète par le partage, nous rappelle que la signification de notre humanité, c'est un inachèvement. L'humanité, c'est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup dans mon travail, n'est pas un état, c'est une tâche et c'est une responsabilité. Être humain, c'est avoir à le devenir. Et avoir à le devenir dans le partage, dans la réciprocité, dans la constitution de l'humanité de l'autre. Et cela est important philosophiquement. Je crois que ce n'est pas trop solliciter les objets que de dire qu'ils sont porteurs de cette signification-là. Et donc le travail d'éclairer cette signification dont sont porteurs les objets d'art en général, ces objets africains en particulier, puisque c'est eux qui m'intéressaient, et avec la signification que j'ai essayé de lire en eux, c'est très important. Faire en sorte que cette petite voix de flûte continue à parler, même dans le bruit et la fureur des ethno-nationalismes et des fragmentations. Et faire en sorte que les liens, que le travail de l'araignée ou du tisserand ou de l'ingénieur des ponts et chaussées continue toujours de s'effectuer malgré tout. Parce que l'humanité, c'est un principe régulateur, c'est un principe que nous devons tenir et qui doit nous orienter. Je parle toujours aussi du fameux éditorial de Jean Jaurès lorsqu'il a créé son journal L'Humanité. Il disait « Notre but, c'est l'humanité ». Le socialiste Jean Jaurès était bien conscient de tout ce qui s'opposait à ce but. L'humanité, ça peut sembler un doux rêve, un discours bisounours, ça n'est pas le cas. Quand il faut bien le poser comme but pour mesurer précisément tout ce qui s'y oppose et aller là contre. Toutes les inégalités s'y opposent, les inégalités au sein des nations, les inégalités entre les nations, les inégalités nord-sud. La question de la restitution est une manière de parler de l'inégalité entre le nord et le sud, évidemment. Ça veut dire qu'il y a un combat à mener contre ces inégalités, mais ne jamais perdre de vue le but qui est cette humanité à constituer ensemble. Et la raison pour laquelle nous avons à la constituer ensemble, c'est que si nous regardons les choses, nous la partageons. C'est à la fois notre état, notre responsabilité et notre tâche. Merci à toi. Alors, bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de Édouard Glissant.
Et j'ai pensé notamment aussi à sa pensée de la philosophie de la relation. Et dans cette pensée-là, il y a un concept qui est en tout cas prégnant, c'est le concept de droit à l'opacité, en fait. Et dans quelle mesure ce droit à l'opacité-là peut être manifeste, en fait, dans le voyage, en tout cas, ou dans l'odyssée de ces objets-là, en fait. Est-ce que ces objets-là ont aussi le droit à l'opacité? Parce que c'est un concept qui est central dans la philosophie de Glissant, en tout cas. Et j'avais une deuxième question, je ne sais pas si je peux en dire. Ma deuxième question est la suivante. Parce qu'on parle beaucoup de décoloniser les musées, mais on ne parle pas souvent, je trouve, de décoloniser l'expérience muséale même du monde, de ce que Timothy Mitchell appelle le monde comme exposition, en quelque sorte. Et donc, comment ces objets-là peuvent avoir une certaine agentivité, pour reprendre un terme à la mode, dans cette expérience muséale du monde-là, qu'elle soit au nord ou bien au sud, en fait. Merci beaucoup. Et merci d'avoir rappelé l'importance, en effet, d'un autre aspect de la pensée d'Édouard Glissant, qui n'est pas simplement l'opposition entre identité racine unique et identité rhizome, mais la relation entre relation et opacité. Et il faut rappeler, comme vous y avez fait allusion, ce fait que Édouard Glissant est un penseur de la relation qui dit que la condition de la relation, et ce n'est pas un paradoxe, c'est l'opacité des termes qui sont ainsi mis en relation. Ça veut dire que la relation, ce n'est pas établir une transparence absolue qui est impossible. C'est au contraire construire du lien sur des opacités qui sont des opacités nécessaires. Et j'explique toujours que la meilleure manière de comprendre cela, c'est les relations entre des personnes qui s'aiment. Une des conditions de la relation d'amour, c'est que vous laissiez à l'autre son droit à l'opacité, ne pas essayer systématiquement de toujours tout savoir sur l'autre, ce qu'elle pense, etc. Ne pas supporter de ne pas pouvoir déchiffrer une expression de visage, etc. C'est le pire tue l'amour qui soit. Cette exigence de transparence. Et donc la relation se construit aussi sur ce droit à l'opacité. Et je crois en effet que ces objets ont droit à l'opacité. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fini de produire du sens. Ces objets mutants, ils sont mutants, ça veut dire, mutant c'est un participe présent. C'est-à-dire ils sont toujours dans l'action de changer, dans l'action de parler d'autres langages. Ils ont une capacité productrice, la matrice créatrice n'est jamais terminée, elle n'est jamais finie. Et d'une certaine façon, c'est ça leur opacité, ça vient du fond de leur opacité, leur capacité à produire et à créer est en quelque sorte infinie de ce point de vue-là. Et peut-être que nul n'en a mieux parlé que les poètes des masques, qui ont toujours insisté sur ce caractère impénétrable des masques. Quand vous regardez un masque, ça fait partie aussi de la relation que vous constituez avec ce masque, son caractère absolument impénétrable. Vous avez le sentiment que le masque garde par derrière son front tout un ensemble de significations que vous n'aurez jamais fini de lire, de déchiffrer, etc. Et je crois qu'on peut en effet voir là une forme d'opacité, mais une opacité qui est une opacité créatrice et productrice aussi. Et peut-être que leur agentivité, puisqu'en effet, vous avez raison, il faut qu'on s'exprime comme cela, tient à cela. Alors, les expériences muséales qui vont rendre à ces objets leur agentivité, Karine en parlerait mieux que moi, puisque ce sont les responsables de musées, les scénographes, qui peuvent le plus facilement transformer des concepts abstraits en des réalités visuelles, des réalités plastiques, et en des configurations, des installations, comme on dit. Elles peuvent être multiples. Vous pouvez penser un contexte, mettre ces objets dans un contexte qui soit une forme de reproduction des cosmologies anciennes, les disposer d'une certaine manière. Le musée du Quai Branly, en décidant d'avoir cette lumière particulière qui est la leur, etc., c'est une forme de scénographie. J'ai pu visiter
au Brésil, à Sao Paulo, ce musée où les objets, au lieu d'être collés au mur, pendent. Vous circulez entre les objets comme si vous circuliez dans un... voilà. Tout cela, toute cette inventivité-là, c'est une manière aussi de dire comment les objets nous touchent. Et parlant de toucher, justement, des objets que l'on touche, pas seulement des objets que l'on contemple de loin. Je peux comprendre que la Mona Lisa soit derrière des vitres blindées, parce que la soupe, ma foi, ça n'est pas quelque chose qui pourrait aller directement sur une peinture. Mais par ailleurs, des objets que l'on invite à toucher, cela existe aussi. Et mettre en œuvre ainsi, en quelque sorte, cette relation à l'objet que Senghor appelle une attitude rythmique, entrer en danse avec l'objet, le toucher par ce qu'il appelle une raison étreinte qu'il oppose à une raison œil. Il y a la raison œil qui tient les choses à distance, qui les contemple de loin, et, dit-il, il y a une raison étreinte qui consiste à entrer dans le mouvement de l'objet, à entrer en danse avec lui. Même si on ne le touche pas, on danse d'un pied sur l'autre en le regardant. Je ne sais plus qui a dit que le vrai spectateur au musée, c'est celui qu'on voit, non pas immobile devant, mais dansant d'un pied sur l'autre, parce que celui-là a compris que l'objet qu'il a en face de lui danse, et donc il faut pouvoir entrer dans la danse avec lui, être en phase avec lui. Merci. Oui, merci beaucoup pour la très belle cohérence de ce que vous nous avez dit. Je vais vous prendre un petit peu au jeu et je vais peut-être aussi un peu prolonger la question précédente, puisque vous avez quelque part cherché, peut-être plus implicitement qu'explicitement, à positionner votre proposition par rapport aux propositions de la pensée postcoloniale ou décoloniale. Je voudrais voir jusqu'où vous allez dans cette direction-là, parce que je vous trouve en retrait, et c'est tout à fait respectable, bien sûr, c'est une proposition, c'est une position, en retrait d'autres propositions qui se présentent comme étant plus radicales, et je pense que vous gardez vos distances par rapport à des propositions radicales que vous n'avez pas cherché à mettre en scène. L'intervenant précédent, vous questionnez non pas tellement, si j'ai bien compris, sur les formes de scénographie ou de muséographie à l'intérieur des musées, mais sur la pertinence même de l'objet musée lui-même, dont on a fait le procès aussi bien en Occident qu'en Afrique. Donc il y a des gens, notamment tenants de la pensée postcoloniale ou décoloniale, qui disent que non seulement peut-être que le musée n'a pas sa place dans le monde occidental, mais que le fait de l'importer dans un monde qui n'est pas occidental, c'est une trace de la colonisation et une prolongation quelque part de la colonisation. De la même façon, quand vous parlez de la restitution des œuvres d'Abomey, enfin du pillage d'Abomey de la France au Bénin, c'est pas tout à fait anodin que ce soit l'État français qui le donne à l'État béninois. Parce que l'État béninois, comme les autres États africains, sont quelque part aussi des enfants de la colonisation quelque part, parce que c'est le modèle étatique qui a été reproduit, et le président Talon est très très fort quelque part pour reprendre à son compte l'autorité d'un président de la République sur un modèle très très européen. Donc c'est pas ce que je suis en train de défendre comme analyse, en contrepoint de la vôtre, c'est que ce sont des choses qui sont mises sur la table et qui sont discutées et qui sont considérées comme étant des prolongations quelque part de la pensée coloniale. Toujours pour rester sur l'exemple de la France et du Bénin, vous savez bien, et je pense que pas mal de gens dans la salle le savent aussi, qu'il y a une pièce en particulier que les Béninois attendaient dans la restitution, qui ne leur est pas revenue, qui est le Dieu Gou, et qui justement a été conservée par la France au titre du fait qu'elle était peut-être plus universelle que les autres parce qu'elle avait influencé Apollinaire, Picasso, etc. Donc là aussi, la restitution n'a peut-être pas été pleine et entière, précisément parce qu'il y avait encore peut-être l'idée que le plus universel devait rester à Paris et que le moins universel parmi l'universel pouvait peut-être être rendu aux Béninois. Et si je veux encore prendre deux exemples, un que vous n'avez pas cité et un que vous avez cité à la fin, c'est troublant de voir aussi à quel point il y a une
telle envie quelque part de participer à ce mouvement de restitution qu'on en arrive parfois à des situations un peu bizarres. Je prends l'exemple du musée dit autrefois des Arts d'Afrique de Bruxelles, qui a voulu rendre quantité de choses au Congo qu'il n'en veut pas parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Donc on se retrouve dans une situation dissymétrique tout à fait troublante, où on va quelque part au-delà quelque part de ce que même les personnes qui ont été spoliées à un moment ou à un autre voudraient pouvoir attendre de la situation présente. Et puis là où je suis un peu gêné par ce que vous avez dit, c'est la fameuse exposition de New York, que moi je ne vois pas du tout comme ça. Je la vois beaucoup plus comme une subversion totale de l'analyse de Cheikh Anta Diop, qui est mise au service d'un musée qui restitue très très peu. Le Metropolitan est quasiment l'équivalent du British Museum en matière de restitution, et qui a procédé à une sorte de mise en scène pour justifier le fait d'avoir des magnifiques sculptures égyptiennes et des magnifiques pièces africaines, en gardant l'Égypte à New York et en gardant l'Afrique à New York. Alors, nous vivons dans un monde westphalien, tout le monde. Ça veut dire que nous avons des États-nations. Et ça veut dire que lorsqu'on discute restitution, que ce soit dans le cadre de l'UNESCO ou dans un autre cadre, nous discutons de relations internationales. Et c'est inévitable. Le monde entier est un monde d'États-nations. Que le congrès de Westphalie, qui a décidé de la naissance des États-nations, se soit tenu en Europe, c'est une chose. Que l'État-nation se soit universalisé, ça c'est autre chose. Le monde humain est fait d'universalisation de tas de choses. Ces objets africains n'ont pas été universalisés parce qu'ils étaient dans un lieu qui, par nature, était un lieu de l'universel et donc fondé à conférer l'universalité. L'idée que le quai Branly a conféré l'universalité à ce dieu béanzien est absolument absurde. Soit il portait en lui-même son universalité, ou bien sa capacité d'universalisation. C'est la raison pour laquelle je préfère toujours le verbe universaliser au substantif universel ou à l'adjectif substantivé universel. Universaliser, c'est une activité et une activité de tous dans le multilatéralisme et dans le monde tel qu'il est. Déplorer que le monde soit ce qu'il est, c'est-à-dire un monde d'États-nations, c'est vouloir, par exemple, sous la pluie, qu'il ne pleuve pas. Et donc, il faut pouvoir s'installer dans le monde tel qu'il est et construire les relations dans le monde tel qu'il est. Puisque c'est un monde d'États-nations, les restitutions se feront sur le plan international de nation à nation. Si le Nigeria, pour des raisons qui sont internes à l'État-nation du Nigeria, décide que les objets, les bronzes du Bénin doivent être rendus à Loba, ils ont toute l'attitude de décider de cela. De la même manière, s'ils décident d'ailleurs qu'ils vont les brûler et faire une sorte de danse autour du feu qu'ils auront ainsi allumé, c'est également leur droit. En revanche, là où on a raison de dire que ces objets se sont universalisés, c'est que d'une certaine façon, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est pour l'instant un horizon tout simplement. Cette communauté internationale a d'une certaine façon droit de regard sur ces objets et c'est ça que j'appelle leur universalisation. Cette universalisation, et dans une ville comme Genève, nous comprenons l'idée de communauté internationale et l'idée d'universalisation de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle dire systématiquement « ah, ceci est une invention de la colonisation », donc la radicalité va consister à nier la réalité de cette chose, est insensé. Que signifie nier la réalité des États-nations aujourd'hui? Dire, par exemple, on ne va pas restituer à l'État du Nigeria, on va restituer directement à l'Oba du Bénin, ou bien on va restituer à tel groupe, telle population dans le sud de la Casamance. Si quelqu'un dit cela, je lui dirais, mais qui êtes-vous pour vous adresser à eux? Passez par l'État du Sénégal, parce qu'il y a un État, en effet, et dans les relations internationales, vous avez affaire à un État. Donc, il s'agit simplement de prendre le monde tel qu'il est et de ne pas discuter, parce que la radicalité, je peux la comprendre, mais à condition que ce soit une radicalité qui vise à changer l'état du monde, non pas une radicalité qui consiste à dire, au fond, le colonialisme est tout seul et est le seul agent. Nous sommes arrivés dans ce mouvement de décolonisation prétendument radical à un point tel
que le colonialisme est devenu une espèce de fantôme qui a déjà tout inventé, tout dit. Même votre propre discours émancipateur, on va vous dire, c'est le colonialisme ventriloque qui est en train de vous le dicter. Vous dites, tout ce que vous dites, c'est en réalité un piège du colonialisme, et on se retrouve dans une situation où la radicalité signifie une espèce de refus splendide de tout et finalement l'incapacité à agir. Inscrire son action dans le monde tel qu'il est et dire qu'il n'y a plus d'universel au sens où il n'y a plus d'universalisme, au sens où il n'y a aucune province du monde qui aujourd'hui est fondée à dire je suis à la verticale de l'universel, je suis récepteur et réceptacle de l'universel et comme tel fondé à apporter de l'universel au reste du monde, cela c'est fini. Il n'y a plus. Ce qu'il y a en revanche aujourd'hui, c'est le pluriel du monde tel qu'il est. Et dans le pluriel du monde tel qu'il est, il s'agit pourtant, malgré tout, de se donner un certain universel. Je comprends parfaitement la radicalité qui consiste à refuser même le mot universel. Dès qu'on dit universel, il faut sortir son revolver en disant « Ah, ça y est, l'impérialisme se profile, le colonialisme se profile, etc., etc. » Quand il y a un universel à inventer ensemble, à forger ensemble, cet universel-là prend son sens, prend tout son sens aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle vous avez 1000 fois raison de dire que je ne suis pas un radical de ce point de vue-là. J'ai des cheveux suffisamment blancs pour avoir viré ma cutie radicale. Eh bien, de ce point de vue-là, je tiens à un concept comme celui d'universel. Je sais bien on propose diversalité, on propose pluriversalité. Mais dès lors que vous renoncez à un concept, vous êtes en train de signaler quelque chose de tout à fait dangereux parce que vous êtes en train de céder sur la nécessité où nous sommes de nous donner un même horizon d'universalité. Et cette universalité, ce n'est pas un universel de surplomb, ce n'est pas un universel qui arrive sous la dictée d'un Occident qui serait tout-puissant et qui contrôlerait tous les discours, c'est-à-dire le sien et tous les discours qui s'opposent à lui. Les discours sont aujourd'hui produits depuis le pluriel du monde, dans les différentes langues du monde, et c'est ce pluriel qu'il s'agit d'orienter vers un même horizon d'universalité parce que nous en avons besoin. Nous sortons d'une pandémie qui nous a rappelé que nous sommes une seule et même espèce, puisque le virus fait le tour de la Terre très rapidement. Nous sommes confrontés à une destruction de notre planète qui nous rappelle aussi que nous sommes une seule et même espèce et que les réponses que nous avons à apporter sont des réponses cosmopolitiques, et je fais exprès d'écrire ce mot avec des traits d'union, c'est-à-dire des politiques qui visent le cosmos, la totalité du cosmos. Et sur ce plan-là, je suis dans la même pensée qu'un autre décolonial très célèbre qui pense aussi dans la même direction que moi, qui est Dipesh Chakravarti. Dipesh dit que les défis qui sont les nôtres relativise complètement l'anthropologie des différences. Pour quelqu'un qui a travaillé sur l'anthropologie des différences, qui justement a eu à exprimer de la manière la plus ferme la radicalité de la proposition qui consiste à dire qu'il faut provincialiser l'Europe, cette provincialisation, elle est faite. Sortons de ce discours qui consiste à considérer que l'Europe est tellement puissante que tout ce que je dis m'est dicté par l'Europe, y compris quand je parle contre l'Europe. Et c'est seulement à cette condition-là que nous pourrons, me semble-t-il, aller ensemble vers un même horizon d'universalité. Et c'est la raison pour laquelle je comprends la radicalité. Je n'en suis pas. Merci beaucoup pour votre magnifique exposé et pour ce début de conclusion que vous nous avez livré à l'instant. J'aimerais vous parler d'un tout petit exemple genevois, de Genève. Il ne concerne pas l'Afrique, mais j'aimerais savoir votre avis par rapport à justement aussi des restitutions africaines. Il y a très longtemps, en 1928, la ville de Genève a restitué à Shinagawa, au Japon, une cloche bouddhiste qui était arrivée par le biais de l'histoire en Suisse et qui avait été acquis par un collectionneur et qui appartenait à la ville. Et suite à des demandes de restitution,
le Parlement de la ville de Genève a décidé de la restituer. Alors, il y a eu un débat très intéressant où les mêmes arguments qu'aujourd'hui en fait, ont été évoqués et on a décidé de restituer. Ce qui est très intéressant, c'est que 50 ans plus tard, la ville de Shinagawa a offert à Genève une copie de cette cloche et surtout est née une association d'amitié entre les deux villes qui a permis à des collégiens des deux villes d'aller les uns chez les autres. Alors moi, j'aimerais vous poser la question par rapport à cette universalité, cette humanité dont vous avez si bien parlé. Est-ce qu'on ne devrait pas accompagner les restitutions de mesures qui permettent à cette très belle diplomatie du patrimoine culturel de semer des graines et, par exemple, je ne sais pas moi, d'organiser que la France restitue, eh bien la France s'engage en même temps à ce que X écoliers français aillent au Bénin par des voyages scolaires et profitent de découvrir les richesses du pays et bien sûr les œuvres restituées. Que pensez-vous de ce genre de mesures d'accompagnement des restitutions ? Je vous remercie d'avoir donné cet exemple absolument parlant de ce que peut signifier le fait qu'un objet tisse des liens et que la restitution, ça soit aussi une manière de construire des partenariats. J'ai évoqué très rapidement ce qui se dessine entre l'Allemagne et le Nigeria. Au-delà du simple transfert, de la simple translation d'objets, il y a en effet une coopération qui va plus loin, qui est une coopération muséale, puisque certains objets vont rester en Allemagne de manière tout à fait légitime et d'autres objets vont retourner. Et alors construire là-dessus une sorte de voyage des écoliers, c'est une idée magnifique, en effet. Et d'ailleurs, quand la France a décidé de restituer des objets du Bénin, le Bénin a dit « Attendez un instant, je suis en train de finir un musée, gardez-les-moi encore quelque temps. » Et donc, la construction muséale qui a accompagné cette restitution, c'est la question, de ce point de vue-là, a été une constitution patiente. Je crois savoir d'ailleurs que la France a contribué à la construction de ce musée. Bref, voilà une manière très concrète de penser ce que cela signifie, établir des partenariats entre musées et ne pas faire de la restitution, encore une fois, comme je disais, un jeu à somme nulle de ce point de vue-là. Et donc, faire en sorte que les élèves puissent aller et venir dans les musées, ça, c'était quelque chose d'admirable. Vous savez, la circulation, c'est une bonne chose. Il se trouve simplement que pour que les populations africaines circulent en Europe, c'est la croix et la bannière. Nous avons la particularité, alors là, je vais parler le langage décolonial radical. Nous avons la particularité, nous autres, hommes et femmes noirs et blancs, d'avoir des passeports qui ne passent pas facilement les ports. Donc la circulation, aujourd'hui, c'est la circulation des flux financiers, ça va très bien, merci. La circulation des capitaux, cela va très bien, merci. Mais la circulation des hommes et des femmes, elle est plus difficile à penser. Par conséquent, si les objets eux-mêmes fluidifient la circulation humaine, ce sera une manière de faire en sorte qu'ils tissent véritablement des liens et qu'ils ramènent dans le monde le sentiment d'une humanité partagée, d'une terre partagée et d'une citoyenneté mondiale qui est à construire. Bonsoir. J'ai une petite question en vous entendant sur l'importance de créer des échanges
et l'importance de réfléchir aussi à la circulation des œuvres, dans la mesure où les musées ont une mission de conservation, une mission aussi de clarifier l'origine de leurs œuvres, mais un musée vivant, c'est un musée qui acquiert régulièrement des œuvres. Et j'aurais été très curieuse de vous entendre sur votre vision de l'acquisition des créations d'aujourd'hui, qu'elles soient africaines, européennes, occidentales ou encore d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez une position sur un musée tel que celui-ci ou des équivalents? Oui. J'ai d'abord un constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que les arts africains contemporains circulent relativement bien. Je crois qu'il y a une demande des arts africains. Il y a des artistes africains aujourd'hui qui ont une réputation internationale dans tous les domaines des arts d'ailleurs. Ça va de l'architecture à la peinture, à la sculpture. Aujourd'hui, on connaît des noms internationalement comme Azoumé, Kader Atia, etc. Donc tous ces noms-là aujourd'hui font que les arts africains sont tout à fait... La créativité de ce point de vue-là est reconnue, je crois, et il y a une présence africaine, une marque africaine aujourd'hui dans le monde, dans le domaine des arts, comme il y a eu une marque de ces objets dans les révolutions que ces objets ont provoquées dans l'art contemporain. J'ai parlé tout à l'heure de Picasso, la manière dont ces objets ont donné une orientation, une certaine orientation aux arts contemporains, le rôle qu'ils ont joué dans les arts contemporains est un fait qu'il faut étudier, et c'est la raison pour laquelle Mbow a eu le propos qu'il a tenu. Et il faut aussi voir aujourd'hui une vraie présence africaine, une africanisation du monde sur le plan artistique. Elle existe, elle est réelle. La présence africaine dans le monde est aujourd'hui réelle, je crois, sur ce chapitre-là. Et les musées sont en train de refléter cela. Les musées acquièrent des objets nouveaux. J'ai parlé tout à l'heure de mon ami Kader Atia. Le MoMA possède une œuvre de Kader Atia. Le MoMA possède d'autres œuvres africaines qui ne me viennent pas à l'esprit aujourd'hui. Et donc ce mouvement est en train de s'effectuer. Pour l'instant, il est laissé simplement aux forces du marché. C'est le marché qui décide, au fond, de ces choses-là. Et les forces du marché sont relativement favorables aux arts africains d'aujourd'hui. Et je crois que les musées qui font des acquisitions nouvelles profitent de cela. Et d'ailleurs, il est important, j'ai parlé tout à l'heure d'Azoumé, il est important de se rappeler la relation de dérision qu'Azoumé entretient avec les arts classiques africains. J'adore les bidons, qu'il utilise les masques bidons. Et il s'est avisé que si vous prenez un jerrycan d'essence, vous pouvez le transformer très facilement en une imitation d'un masque africain. Alors, cette manière d'irrespect vis-à-vis de l'art classique est une manière magnifique des arts aujourd'hui. C'est une manière, au fond, de s'appuyer à la fois sur le patrimoine classique et de le parodier et de le tourner en dérision. Et quand on sait qu'Azoumé lui-même appartient à une famille, je crois, traditionnellement de sculpteurs et d'artistes des arts classiques, ça a d'autant plus de valeur. Merci de nous avoir permis de terminer sur ces arts contemporains. Oui, bon. Juste à... Bon, merci beaucoup à toutes et tous. Merci infiniment à toi, Bachir, pour ce magnifique exposé, cette très riche discussion, l'optimisme invétéré qui reste le tien et qui doit nous servir de leçon. Enfin, l'optimisme. En tout cas, l'invitation à ne pas se décourager et à continuer à construire cette humanité plurielle. Merci encore, merci au MEG et merci à tous.